Bon, quand on regarde la situation au Sahel aujourd'hui, on entend partout les mêmes mots. Tension, crise diplomatique entre Bamako et Alger. Mais franchement, quand on gratte un peu la surface, ça ressemble moins à une querelle de voisinage à l'acte final d'une tragédie. On a l'impression d'assister en direct à la faillite spectaculaire d'une stratégie. Non, celle d'un pouvoir militaire qui a tout misé sur la force brute et qui se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Comment on en est arrivé là? Le mot faillite, il est parfaitement juste. Absolument. Mais ce n'est pas une faillite qui arrive d'un coup. C'est l'aboutissement logique d'une seule décision, la rupture unilatérale de l'accord d'Alger. Ce qu'on observe là, c'est pas une simple tension. C'est une junte malienne qui s'est, en quelque sorte, enfermée dans son propre discours et qui se retrouve de plus en plus seule. Et en face, une puissance comme l'Algérie qui n'agit plus par diplomatie, mais je dirais par pur instinct de survie. Sa frontière avec le Mali est en train de devenir incontrôlable. Alors justement, décortiquons ça, cette stratégie de la force. La junte de Goïta, elle est arrivée avec une promesse très claire, rétablir la sécurité là où tout le monde aurait échoué. Les élections, on verra plus tard, la priorité, c'est la sécurité. Mais aujourd'hui, le résultat concret sur le terrain. Le nord du pays, est-il plus sûr? C'est là tout le paradoxe. En fait, c'est même tout l'inverse. La chronologie, elle est implacable. La situation ne s'est pas dégradée à cause d'une visite d'opposants à Alger, ça c'est le prétexte. Non, elle s'est effondrée le jour même où Bamako a déclaré l'accord de paix mort et enterré. Et quasi immédiatement, c'est ça, hein? Quasi immédiatement. Les groupes armés du Nord, la coordination des mouvements de l'Azawad, ils ont repris les hostilités. Et pas seulement les armes, ils ont repris le contrôle de territoires immenses, de villes clés comme Kidal. L'armée malienne, même avec le soutien très médiatisé de sociétés russes, eh bien, elle n'arrive pas à tenir. Elle subit des pertes énormes. Attendez, ça c'est un point clé. On nous a quand même vendu cette nouvelle alliance, notamment avec le groupe Wagner, comme la solution miracle. Là où l'opération Barkhane avait échoué, eux allaient réussir. Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Plusieurs choses. D'abord, je pense une méconnaissance totale du terrain. Le Sahel, ça ne se contrôle pas avec des frappes et de la force brute. C'est un tissu complexe de liens tribaux, sociaux, d'équilibres fragiles. Wagner a appliqué des méthodes brutales qui ont retourné les populations locales contre eux. Ils ont créé plus de problèmes qu'ils n'en ont résolus. Exactement. Et puis, il y a la question de la durabilité. Ces opérations coûtent une fortune et ne sont efficaces que sur le court terme pour des actions coup de poing. On ne tient pas un territoire comme ça. Et cette stratégie a même buté sur des limites technologiques, j'ai l'impression. On a entendu parler de cet incident de drone à la frontière algérienne. Révélateur, c'est le mot. C'est un de ces petits détails qui ont dit très long. Un drone de reconnaissance fourni par les Russes, un fleuron de leur dispositif, s'est approché de l'espace aérien algérien. La réaction d'Alger a été froide, immédiate, chirurgicale. Les défenses antiaériennes l'ont abattu, sans la moindre hésitation. Pas d'avertissement, rien. Rien. Pas de communiqué, juste un acte. Le message est clair, vous ne franchissez pas cette ligne. Au-delà du symbole, ça a eu des conséquences. Ça les a forcés à changer leur façon de faire. Absolument. Ça a établi une ligne rouge très tangible. Premièrement, ça a montré que l'Algérie ne bluffait pas. Et deuxièmement, ça a exposé une vraie vulnérabilité de la junte et de ses partenaires. Et oui, ça les a forcés à réévaluer leurs plans. Depuis cet incident, on voit qu'ils sont bien plus prudents avec leurs moyens aériens près de la frontière. C'est là que ça devient vraiment complexe. Parce qu'au cœur de cette tension, il y a une figure, presque un symbole, l'imam Mahmoud Dicko. Quand Alger le reçoit avec tous les honneurs, Bamako crie à la provocation, à l'ingérence. Et on peut les comprendre, non? Accueillir la figure de proue de l'opposition, c'est pas un peu jeter de l'huile sur le feu? C'est la lecture que Bamako veut imposer, bien sûr. C'est une lecture de surface. Pour comprendre le geste d'Alger, il faut juste se rappeler de leur doctrine diplomatique au Sahel. C'est la même depuis des décennies. C'est-à-dire? Ils parlent à tout le monde, au gouvernement en place, aux oppositions, aux chefs coutumiers, aux mouvements armés. À tous. C'est une politique de réalisme, tout simplement. C'est dicté par la nécessité de stabiliser une frontière immense et poreuse. Recevoir Dicko, ce n'est pas nouveau. C'est la continuation de cette politique. Mais est-ce que cette politique du dialogue n'a pas été parfois perçue comme ambiguë? Est-ce qu'en légitimant les opposants, ça n'affaiblit pas les gouvernements en place? C'est une critique possible. Mais regardons la situation d'aujourd'hui. Mahmoud Dicko, ce n'est pas une création algérienne. Ce n'est pas leur pion. S'il redevient une figure centrale, c'est au sein même du Mali,
Pourquoi? À cause du vide politique. Face à une transition militaire qui n'en finit pas, sans élection, avec la sécurité qui se dégrade, une partie de la population cherche une alternative. Et Dicko, il incarne cette alternative pour beaucoup. Donc si je vous suis, ce n'est pas Alger qu'il met en avant. Non. C'est la situation à Bamako qui le fait mécaniquement émerger. Précisément. Le régime de Goïta voit son accueil à Alger comme une menace. Pas parce qu'il est manipulé, mais parce que son retour met en lumière leurs propres échecs. La popularité de Dicko, c'est le miroir de leur impopularité grandissante. Alger ne fait qu'acter une réalité malienne. Ils anticipent. Ce qui nous ramène à la source de tout, cet accord d'Alger de 2015. La junte le présente comme un document qui portait atteinte à la souveraineté du Mali, une sorte de dictat. C'est un argument puissant, la fierté nationale. Est-ce qu'il est complètement infondé ? C'est un argument politiquement très efficace. Mais, historiquement et stratégiquement, c'est faux. Cet accord, ce n'était pas un simple document, c'était, oui, une architecture de paix, patiemment négociée, avec la bénédiction de l'ONU, de tout le monde. Son but, c'était de sauver l'État malien de la partition, pas de l'affaiblir. Et concrètement, sa pierre angulaire, la décentralisation poussée, ça voulait dire quoi ? Plus d'autonomie pour les régions ? Exactement. Il s'agissait de répondre à une revendication très ancienne des populations du Nord, les Touaregs, les Arabes. Ils se sentaient marginalisés par Bamako depuis des décennies. La décentralisation, ce n'était pas l'indépendance, attention, c'était créer des assemblées régionales élues avec de vrais pouvoirs sur le développement, l'éducation et même une partie de la sécurité. En gros, donner aux gens du Nord le sentiment de maîtriser leur destin au sein du Mali. C'était reconnaître la diversité du pays pour préserver son unité. Et en rompant cet équilibre, la junte a finalement ravivé la flamme qu'elle prétendait vouloir éteindre. L'ironie est tragique. C'est toute la tragédie, oui. Pour Alger, stratégiquement, cet acte était incroyablement dangereux. Un régime issu d'un coup d'État par nature, c'est imprévisible. Ça fonctionne à l'émotionnel, à la rhétorique. Pour un pays qui cherche la stabilité à ses frontières, c'est un voisin bien plus dangereux que les mouvements de l'Azawad. Ah oui, bien sûr. Ben oui. Avec ces derniers, malgré les conflits, il y a une grammaire commune, des liens culturels, familiaux. Le dialogue a toujours existé. Le chaos, lui, il ne s'arrête jamais à la frontière. Il se propage. Et ça nous amène au grand jeu d'échecs régional. Il y a un an, la junte de Goïta semblait triompher, au cœur de son alliance des États du Sahel avec le Niger et le Burkina. Aujourd'hui, l'impression, c'est qu'elle se retrouve terriblement seule. Ces mêmes alliés se rapprochent d'Alger. Que s'est-il passé ? La protection russe ne suffit plus ? Elle ne suffit plus parce qu'elle était en partie illusoire. L'alliance avec la Russie, c'était tactique, pas stratégique. Le Niger et le Burkina, ils font un calcul très pragmatique. Ils ont vu que le soutien de Moscou, ça permet peut-être des victoires médiatiques, mais ça ne règle aucun problème de fond. Et ça les isole ? Voilà, ça les coupe de partenaires économiques essentiels. Donc dans ce contexte, Alger redevient une option. Plus que crédible. Incontournable. L'Algérie, c'est le grand voisin stable. Pour Niamey ou Ouagadougou, renouer avec Alger, c'est s'assurer d'un partenaire fiable sur le long terme. Et on le voit, les visites diplomatiques se multiplient. Et du côté des parrains extérieurs, la Russie, la Turquie, on sent un changement aussi, hein ? Oui, il y a une réévaluation, c'est clair. Pour la Russie, l'aventure sahélienne commence à coûter cher, en hommes, en matériel. Pour des résultats mitigés. Leurs ressources sont limitées, surtout avec la guerre en Ukraine. Ils réduisent un peu la voilure. La Turquie, elle est plus pragmatique. Elle voit bien qu'Alger reste l'acteur clé pour toute stabilisation. Et cette crédibilité d'Alger, elle vient d'où ? De sa connaissance du terrain ? C'est bien plus profond que ça. C'est une connaissance intime presque, organique des dynamiques du nord du Mali. Des liens humains, familiaux, commerciaux, qui datent de plusieurs siècles. Aucune puissance étrangère ne pourra jamais avoir cette finesse de compréhension. C'est pour ça que leur stratégie, au fond, ne change jamais. Protéger leurs frontières, endiguer le terrorisme, éviter l'effondrement du Mali et surtout ramener tout le monde à la table des négociations, encore et encore. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être la plus angoissante. Face à cet effondrement probable du régime de Goïta, est-ce que le pompier algérien a encore les moyens d'éteindre l'incendie ou est-ce qu'on assiste juste à une tentative désespérée de contenir un chaos devenu inévitable ? C'est la grande question, mais peut-être qu'on doit la poser autrement. La vraie question n'est peut-être plus de savoir si un acteur extérieur, quel qu'il soit, peut sauver le Mali. Ce qu'on voit, et c'est peut-être la seule lueur d'espoir, c'est l'émergence d'une nouvelle énergie citoyenne. Les populations, à Bamako comme à Kidal, elles sont épuisées.
épuisés par les promesses non tenues, par les solutions autoritaires, par la violence. L'enjeu fondamental, il est là. Est-ce que les peuples sahéliens, avec leur résilience qui est extraordinaire, trouveront en eux-mêmes les germes d'un renouveau? Un renouveau pour reconstruire une paix qui ne soit pas imposée, mais fondée sur la reconnaissance mutuelle. La solution, en fin de compte, ne viendra ni d'Alger, ni de Moscou, ni de Paris. Elle viendra ou ne viendra pas des Maliens eux-mêmes.